Bonjour à toutes et tous et bonjour à tous nos collègues, collaborateurs qui nous suivent aujourd'hui à distance. Je suis ravie de vous accueillir pour cette 3e université SMA de l'année qui est consacrée à un grand homme mondialement connu en la personne de Gustave Eiffel. Nous allons avoir plusieurs temps aujourd'hui à passer ensemble. Tout d'abord, Bertrand Lemoine nous fait le plaisir et l'honneur de donner une conférence qui va résumer en quelque sorte la vie monumentale de ce grand homme, inspiré d'un livre qu'il a écrit. Ensuite, nous aurons l'inauguration de l'exposition qui lui est consacrée dans le hall de Cap SMA, en compagnie de l'arrière-petite-fille de Gustave Eiffel, Myriam Larnaudy Eiffel, arrière-petite-fille. Merci. Merci aussi Myriam d'être là parmi nous. Et je précise à tous les collaborateurs de SMA BTP qui sont à distance et qui n'auront pas l'occasion de venir d'ici la fin de l'année au siège pour regarder cette belle exposition, que vous pourrez la visiter en virtuel dès la fin de la semaine sur notre intranet EPIC. C'est une nouveauté également que nous vous proposons. Et puis, nous aurons un temps de réjouissance autour d'un cocktail, à l'occasion duquel Bertrand Lemoine nous dédicacera son livre. Voilà, je vous souhaite une très belle conférence. Et pour l'introduire, j'ai le plaisir d'appeler Didier Ridoré, président de la Fondation de la Société de la Tour Eiffel et de la Fondation Excellence SMA. Merci. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous voir aussi nombreux. Je vais essayer de remplacer les présidents Chanu et Cavanier qui sont en déplacement et qui n'ont pas pu être là dans ce début d'après-midi. Écoutez, je reprends les propos volontiers de Fabienne en disant que je suis vraiment très heureux de vous accueillir pour parler de Gustave Eiffel. Comme vous le savez, bon, il y a la Tour Eiffel, bien évidemment, mais il n'a pas fait que cela. Il a réalisé des ouvrages absolument exceptionnels et partout dans le monde, ce que l'on sait peut-être moins. Alors, je vais vous donner quelques pays, mais Bertrand, bien évidemment, développera cela bien mieux que moi. La Hongrie, le Portugal, l'Espagne, la Suisse, le Vietnam, la Belgique et même l'Amérique du Sud, où il a été très présent par des réalisations au Pérou. Alors, c'est un ingénieur, c'est un entrepreneur, c'est un industriel qui, toute sa vie, il a cherché à innover, à dépasser les limites de la technique. Et il a pris, et ce que l'on sait peut-être moins, c'est qu'il a pris des risques de grande ampleur pour développer son entreprise. Et par les risques qu'il a pu prendre et par le rayonnement de son entreprise, incontestablement, il a apporté à notre pays un rayonnement économique tout à fait exceptionnel. Alors, il est né à Dijon en 1832 et il a fait fortune, ce que certains peut-être lui ont reproché, mais il a fait fortune en construisant donc partout ses viaducs, ses bâtiments à structure et charpentes métalliques. Mais, et c'est un point que l'on connaît peu, c'est qu'il a beaucoup travaillé sur l'aérodynamique. Et grâce à ses travaux sur l'aérodynamique, incontestablement, il a aidé au développement de l'aviation à une époque qui n'était pas tout à fait évidente pour son développement. Il s'était intéressé à ces problèmes d'aérodynamique lors de la construction de la tour, parce que bien évidemment, une tour de 300 mètres, c'est quand même exposé au vent. Et il a réalisé un laboratoire d'essai, grandeur nature, pour réaliser ses recherches sur les traînées aérodynamiques. Il a construit une soufflerie, peut-être davantage d'ailleurs, mais on en connaît une, qui est toujours vivante, bien vivante, dans le 16e arrondissement, à Auteuil. Et ça fonctionne toujours, et avec des appareils d'époque, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et là encore, on voit le côté visionnaire de ce grand homme. Donc, nous célébrons cette année, en 2023, le centenaire de sa mort. C'est un centralien qui a beaucoup fait donc pour notre pays, et sa stature est vraiment internationale. Alors, vous connaissez certainement, puisque je salue tous les collaborateurs de la maison qui sont présents et je les remercie de leur présence, vous connaissez l'attachement que nous avons
avec Eiffel, ne serait-ce que par l'intermédiaire de notre foncière, la foncière Tour Eiffel. Je salue d'ailleurs sa directrice générale, Christelle, qui doit être quelque part. Voilà, elle est là-bas. Merci Christelle. Donc, nous sommes évidemment attachés à ce nom. Et alors, j'ai eu le plaisir, alors vraiment, j'étais estomaqué, je vous donne ça comme anecdote, mais cette foncière Tour Eiffel, eh bien, ce n'est ni plus ni moins que la foncière de Gustave, qu'il avait créée. Et je me suis retrouvé en train, puisque j'ai eu le plaisir de présider cette foncière, j'ai eu le plaisir donc de signer en tant que président de la Tour Eiffel, et un de mes prédécesseurs, c'était Gustave. Donc vous vous rendez compte le bonheur qui était le mien quand je me suis aperçu de cela, et l'humilité qui évidemment a tout de suite surgi quand j'ai vu que je succédais à un homme aussi prestigieux. Donc, nous allons, Fabienne vous l'a dit, nous allons inaugurer donc cette exposition, puisque nous participons aussi bien avec la Fondation Excellence de la SMA qu'avec la Fondation de la Tour Eiffel, que j'ai également le plaisir de présider. Oui, à partir d'un certain âge, on met les vieux souvent dans les fondations. Mais bon, c'est comme ça. J'ai quand même le plaisir de présider ces deux fondations. Et donc Myriam, que je salue, Myriam Larnaud-Eiffel. Merci Myriam d'être présente avec nous. Eh bien, tu es présidente de l'association des descendants de Gustave Eiffel. Eh bien, nous t'accompagnons modestement, mais nous t'accompagnons donc dans ce centenaire. Voilà. Il est évident que la SMA BTP, assureur de la construction, évidemment, on ne pouvait pas être absent de ce centenaire. Je remercie également Bertrand qui va donc intervenir, grand spécialiste du grand homme, polytechnicien, maître de conférences, etc. Je ne donne pas son pédigré parce qu'on passerait trop de temps. Mais merci en tout cas Bertrand pour ton intervention. Bonne conférence et puis on se retrouve évidemment l'inauguration et les petits fours. Merci. Monsieur le Président, cher Didier, Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, Messieurs, parce que je sais que vous êtes très nombreux ici et à distance à écouter cette évocation rapide de l'œuvre et de la vie de notre grand ingénieur Gustave Eiffel. J'en suis d'autant plus aise que nous sommes ici dans un haut lieu, bien sûr, du monde du bâtiment et des travaux publics, et qu'il est logique, au fond, que Eiffel, le plus connu sans doute des ingénieurs du monde, le plus connu des constructeurs du monde, de France certainement, mais même du monde, eh bien, qu'un hommage lui soit ici rendu à l'occasion du centenaire de sa mort que nous célébrons précisément le 23 décembre. Beaucoup d'événements accompagnent cette manifestation du centenaire. Eiffel commence sa carrière en sortant, comme on l'a dit, de l'école centrale en 1855, jeune ingénieur. Il a plutôt fait un projet de fin d'études sur une usine chimique parce qu'il pensait s'orienter vers la chimie à cause d'une relation familiale, prendre la succession d'un oncle. Mais finalement, il va se tourner vers la construction métallique à une époque où celle-ci, en 1855, a déjà trouvé, est déjà mature, on dirait, a déjà trouvé au fond sa technologie, son champ d'action, à la fois dans des grands bâtiments, ici le Crystal Palace de l'exposition de Londres en 1851, dans les bâtiments métalliques qu'on commence à voir apparaître, ici les Halles de Paris, dont le premier pavillon métallique sort de terre en 1853 par Baltard, ou le pavillon de l'exposition de 1855 à Paris, qui entend répondre aussi à la suprématie anglaise en matière de développement, anglais qui sont d'ailleurs précurseurs dans le domaine des grands ponts métalliques, ici un pont vers le Pays de Galles, construit par Stephenson, qui est un pont métallique en métal, en fer rifté, et le fer rifté est déjà une technologie avec les éléments de base qui le constituent, les tôles, les cornières, les U, les I, finalement, ou les T, un vocabulaire très très simple que je compare souvent à l'ADN. L'ADN est fait de 4 bases qui se combinent pour créer, au fond, tout le génie génétique du monde entier, du monde vivant sur Terre. Donc, pont métallique construit avec des tôles pleines, dont on s'aperçoit assez vite que si on ajoute ces tôles pour faire des tôles en treillis, comme ici dans ce viaduc à Fribourg, eh bien, on a des structures finalement plus légères qui permettent aussi de faire passer les chemins de fer qui vont eux-mêmes être un vecteur de développement au fond de l'industrie en transportant les marchandises, en créant des relations entre les hommes et entre les pays. Eiffel, donc jeune ingénieur, sort de l'école centrale, va commencer à travailler dans un bureau d'études qui est dirigé par un ingénieur assez peu connu mais intéressant, assez créatif, qui s'appelle Nepveu, et surtout va obtenir, très jeune, la direction du chantier
donc il a 27 ans, 28 ans, du plus grand pont métallique en construction à l'époque. Le pont ferroviaire de Bordeaux, qui doit joindre le réseau d'Orléans, qui vient de Paris, qui s'arrêtait rive droite, au réseau du Midi, qui se prolongeait vers Toulouse et vers le sud-ouest. Il construit, non pas il conçoit, mais il construit en tant que conducteur travaux, on pourrait dire, ce pont magnifique, un pont en treillis qui est toujours là, qui était toujours en service d'ailleurs, les TGV y passaient il y a encore quelques années. Et il s'occupe notamment de créer ces fondations assez particulières. Vous voyez ces gros tubes métalliques qui étaient des tubes foncés dans la rivière avec de l'air comprimé injecté avec un système de sas injecté à la base pour que les ouvriers puissent travailler à pied sec et descendre le tube jusqu'au bon sol. Et donc il va expérimenter cette technique qui est une technique nouvelle à l'époque dont il va se souvenir quand il construira la Tour Eiffel. Pont de Bordeaux, donc grand succès qui lui assure déjà une petite réputation dans le milieu et qui lui permet aussi de comprendre que l'entreprise qui construit ce pont, l'entreprise belge, s'appelle Pauwels, en difficulté, eh bien, n'est pas en très bonne forme et il va rapidement reprendre en fait les actifs de l'entreprise, il va racheter au fond l'usine, il va créer lui-même en 1864, il a 32 ans, sa propre entreprise, d'abord comme ingénieur conseil. Et puis très vite, 2 ans après, il réussit à racheter notamment le matériel de son entreprise, l'entreprise pour laquelle il travaillait, et il va installer son usine à Levallois-Perret, où elle va rester pendant toute la durée de son exercice, jusqu'à d'ailleurs en 1975. Et il s'installe comme constructeur à la fois de ponts, de viaducs, de halles, de marchés, de phares, au fond de structures métalliques, et il choisit la construction métallique, technologie mature, qu'il va porter à un degré d'excellence, comme d'autres aujourd'hui, comme Steve Jobs a choisi la micro-informatique, c'est pas lui qui a inventé le microprocesseur, mais il a compris que la relation, l'interface utilisateur était essentielle. Elon Musk n'a pas inventé la voiture électrique, elle existait déjà en 1900, mais il l'a développée pour en faire évidemment un nouveau concept de voiture avec beaucoup de succès, comme on le sait. Eiffel, c'est pareil, il a pris cette construction métallique qui existait, dont il maîtrisait avec sa formation d'ingénieur tout de même à l'école centrale, l'école, les techniques, mais sans être lui-même un ingénieur opérationnel, il va créer une entreprise qu'il va diriger avec succès et en sachant aussi bien choisir ses collaborateurs, en sachant négocier ses contrats, en ayant une vision aussi très, pas seulement technique, constructive, mais comprendre les enjeux financiers, comprendre les enjeux relationnels, y compris ce qu'on appellerait aujourd'hui de marketing ou de communication. Les mots n'existaient pas vraiment dans ce sens à l'époque. Il va commencer donc en 1864-66 à construire, à la fin du Second Empire, des structures industrielles. Voici une usine à gaz, c'est pas si compliqué, c'était pour transformer du charbon en gaz de ville. Et puis un premier pont qu'il va remporter, 2 ponts d'ailleurs, suite à un appel d'offres. Eiffel était une entreprise comme toutes les autres, vous connaissez bien ce milieu ici, qui répondait à des appels d'offres sur des projets conçus par d'autres. Ici, un viaduc au-dessus de la Sioule, et Eiffel, qui est un viaduc qu'il n'a pas conçu par Nordling, je crois, et qui est un viaduc qui se distingue par le fait que son tablier, en partie horizontale du pont, est construit entièrement sur la rive, et ensuite poussé en place avec, non pas des vérins, on n'a pas, mais des leviers, des rouleaux, et petit à petit, le tablier avance, et ça permet, vous voyez la petite grue au sommet, de construire la pile au fur et à mesure, et une fois que la pile est construite, on continue à faire avancer le pont. Technologie très, très innovante. Le viaduc de Millau, comme vous le savez, a été construit de cette manière, sur la rive, et poussé en place. Et donc, ça va lui permettre, cette amélioration, avec d'autres améliorations sur les procédés de construction, à se distinguer face à d'autres entreprises. Se distinguer, ça veut dire tout simplement être moins cher que des entreprises plus importantes, mieux établies, qui étaient ses concurrents, qui s'appelaient Schneider, Caille, Fives-Lille, par exemple, ou Gouin, et qui permet à cette jeune entreprise d'aborder, au fond, des chantiers d'une certaine importance. Et vous voyez l'élégance aussi de ces grandes piles en tube de fonte, d'ailleurs, et ce tablier en treillis tout à fait caractéristique de l'époque. Eiffel va chercher aussi à exporter son savoir-faire à l'étranger, au Pérou, notamment. Il va construire ce qu'on appelle la douane, enfin les bâtiments de la douane du port d'Arica. Arica, c'était au Pérou, maintenant c'est au Chili, suite à la guerre entre les deux pays dans les années 1880. Petit bâtiment en briques, structure métallique à l'intérieur. Il va sous-traiter, bien sûr, la maçonnerie localement, mais vous voyez, photo ancienne d'une partie qui n'est plus conservée. Le bâtiment précédent existe toujours à Arica. Et puis, il a construit aussi ce môle, cette jetée qui permettait aux bateaux d'accoster plus facilement sur le port d'Arica. Il cherche à exporter au Pérou en fabriquant ces parties métalliques dans son usine à Levallois-Perret, en les expédiant en caisse sur place. Il a un homme de confiance qui s'appelait Lelièvre, qui commence à prospecter, qui construit d'ailleurs des ponts également au Pérou, et des usines à gaz également. Et malheureusement, Lelièvre va décéder prématurément, ce qui va mettre fin en fait à son aventure
en Amérique du Sud. Il va se lancer aussi dans diversification, construire des phares, des lanternes de phares comme celles que vous voyez tout au sommet, développées par l'entreprise Sauter, mais également des phares à structure métallique, dont certains existent encore, notamment en Estonie par exemple. Le premier grand chantier qui va vraiment le distinguer, le placer dans la cour des grands, pourrait-on dire, c'est le viaduc sur le Douro à Porto, un viaduc ferroviaire. Et le Douro, c'est une rivière assez large, à peu près 160 mètres d'ouverture, qui va se jeter un peu plus loin dans la mer. Et il s'agit de construire un pont de chemin de fer, concours international qui est lancé. Eiffel répond avec son entreprise et avec son associé, son nouvel associé, qui s'appelle Théophile Seyrig, qui lui apporte compétences. Il est sorti major de l'école centrale, il apporte aussi des capitaux. Théophile Seyrig, c'est le grand-père de Delphine Seyrig, pour les amateurs de cinéma, si vous en souvenez. Et donc Seyrig va concevoir ce pont construit entièrement depuis les rives, en porte-à-faux, pas d'échafaudage en rivière. Et les autres candidats qui ont des échafaudages, évidemment, ont des coûts à la fin 2 fois plus élevés, 3 fois plus élevés que le projet présenté par l'entreprise Eiffel. Donc ce pont sur le Douro est vraiment quelque chose qui marque les esprits. C'est le plus grand pont en arc construit à l'époque. Vous voyez le pont nouveau qui a été construit derrière, qui est un pont qui reste aujourd'hui remarquable et qui est d'ailleurs en ce moment en cours d'instruction avec d'autres viaducs métalliques en Europe, avec 5 autres viaducs, notamment le viaduc de Garabi dont on m'a parlé, pour être candidat sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce serait d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de ponts dans le monde qui sont classés patrimoine mondial. Vous voyez les plaques qui commémorent l'inauguration de ce pont. Et vous voyez ce pont très, très majestueux, 160 mètres, le plus grand pont en arc à l'époque du monde, et avec cette articulation extrêmement qui concentre les efforts des 4 arcs d'une manière très, très spectaculaire. Eiffel va à peu près en même temps construire aussi un édifice très important. C'est la gare de l'Ouest à Pest, Budapest si vous voulez, qui est une gare que Eiffel construit en entreprise générale. Il va se lancer un peu dans l'entreprise générale assez brièvement. Il va faire quelques autres bâtiments en entreprise générale comme le Casino des Sables d'Olonne. Donc il va sous-traiter la partie maçonnerie. Il ne va pas concevoir la gare, mais cette gare se distingue quand même par cette allure très franche d'un grand pignon vitré en façade, bordé par 2 pavillons toujours existants bien sûr, soigneusement restaurés d'ailleurs, et qui figure parmi les gares importantes de l'époque. Pour Eiffel, c'est un gros succès que de construire cette gare. Il va se rendre d'ailleurs à Budapest pour l'inauguration. Et à la même époque, là on est toujours dans les années 1876-78, il va construire d'autres charpentes métalliques, certaines moins connues, une partie de celle du Bon Marché, pas la totalité. Le Bon Marché a été construit aussi par une autre entreprise, qui montre cette alliance du fer, du verre, pour créer des grands espaces ouverts, lumineux, qui sont caractéristiques des grands magasins, bien sûr, à l'époque. Il aura 2 commandes pour l'exposition universelle de 1878. C'est le grand vestibule d'entrée qui forme la façade sur la scène de l'exposition. Vous voyez, c'est quand même là aussi cette finesse des structures par rapport aux parties vitrées qui permettent d'avoir des grandes halles très lumineuses à l'intérieur. Il va construire également pour cette exposition de 78 le pavillon de la ville de Paris, qui a son pavillon spécial, où la ville expose d'ailleurs les projets qui ont bouleversé le paysage de Paris sous le Second Empire et sous le début de la Troisième République, bien sûr. Et c'est un pavillon qui est tout à fait caractéristique de ces années, avec cette structure métallique qu'on devine, et ce remplissage des parois en briques, en terre cuite, en céramique, qui donne ce côté très, très coloré, ce qu'on ne voit pas sur la photo, mais coloré de ce bâtiment. Eiffel va continuer, suite au succès sur le Douro, à exporter, notamment au Portugal, en Espagne. Toute la péninsule ibérique va être pour lui un terrain d'action très important. Ici, un très grand pont de 500 mètres de long à Viana do Castelo, dans le nord du Portugal. Pont de 500 mètres de long, poussé en place. Vous imaginez, avec les moyens de l'époque, avec simplement ces petits rouleaux, ces leviers actionnés par le personnel et qui a été restauré, comme vous le voyez, assez récemment, qui est un grand pont, un pont assez important. Un autre pont, à peu près à la même époque, 1880-82, à Cubzac. C'est un pont routier, il y avait déjà un pont ferroviaire. Et le pont routier, où on réutilise, vous voyez, ces piles en fonte ajourées que vous distinguez, ce sont des piles qui étaient construites dans les années 1830 pour faire un pont suspendu. On a conservé ces piles en place, construit un nouveau tablier, renforcé les piles. C'est un beau succès aussi pour Eiffel. D'autres bâtiments moins connus, en tous les cas qui ont été transformés. Vous reconnaissez ici la grande nef du Crédit Lyonnais, du siège du Crédit Lyonnais à Paris.
avec notamment la partie centrale, cette grande nef qui permettait d'éclairer avec ses vitrages les bureaux en open space, on dirait aujourd'hui, sont les premiers du genre en France. Et Eiffel va construire cette charpente métallique pour couvrir ses bureaux, qui ont été aujourd'hui recloisonnés en plancher, mais plutôt bien fait. Il subsiste tout de même les 2 coupoles d'extrémité. Eiffel va aussi, dans les années 1880, se distinguer par quelques ouvrages un peu exceptionnels. Pas exceptionnels en tonnage ou en volume ou en valeur, mais exceptionnels par leur destination. Ici, vous reconnaissez bien sûr la tête de la Statue de la Liberté à New York. Et vous voyez ce pylône en fer, qui est un pylône de pont, ni plus ni moins, mais avec cette structure secondaire sur lesquelles va venir s'accrocher une structure avec des tiges métalliques qui permet de soutenir la très mince peau en cuivre qui constitue l'enveloppe de la Statue de la Liberté. Vous voyez ici la Statue de la Liberté en cours de montage à Paris, rue de Chazelles, dans le 17e arrondissement, entièrement montée in situ avant d'être redémontée, expédiée à New York, où elle était érigée sur un piédestal en granit. Statue financée, je le rappelle d'ailleurs, entièrement par un groupe de républicains français qui souhaitaient rendre hommage à l'Amérique qui avait tout de même installé une république stable avec une constitution dès 1776, qui est un exemple pour le monde. Je rappelle que la France, nous sommes très bons parce qu'on a fait la révolution de 1789, mais nous avons quand même attendu pratiquement 90 ans pour installer une république stable en France, en 1875 seulement, après des régimes successifs d'empire, de restauration, etc. Donc la référence américaine était pour ces républicains, ce qu'était Eiffel d'ailleurs, lui-même, sans être non plus quelqu'un qui affichait ouvertement ses opinions politiques, mais quand même un républicain convaincu, était pour Eiffel aussi une manière de contribuer à ce geste d'hommage et qui cherchait, à travers cette valorisation du lien de l'amitié franco-américaine, ancienne avec Lafayette, bien sûr, à affermir la République en France. Et Eiffel va construire à peu près à la même époque aussi un ouvrage assez intéressant, qui est la coupole de l'Observatoire de Nice. Vous voyez ce bâtiment dessiné par Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris. Et cette coupole, avec sa fente de visée, est une coupole, comme vous le savez, l'Observatoire, ça doit pouvoir tourner pendant la nuit, non pas parce que les étoiles tournent, mais parce que la Terre tourne, et qu'il faut donc suivre le mouvement des étoiles. Et donc, faire bouger cette coupole au fur et à mesure que la nuit se passe. À l'intérieur, un grand équatorial, une lunette de visée qui permet d'observer, toujours en service aujourd'hui, même s'il y a d'autres installations plus performantes. Et pour faire tourner cette coupole, qui est quand même assez grande comme en diamètre, comme vous le voyez, vous aviez un système de flotteurs, c'est ce carré blanc que vous distinguez en bas à gauche là, du graphique. C'est un flotteur qui permettait de faire flotter la coupole sur un bassin annulaire, sur une solution remplie non pas d'eau, mais une solution non gélive, pour l'hiver évidemment, quoique à Nice il ne pleuvait pas souvent, et qui permettait donc de faire tourner avec un minimum de frottement, une petite manivelle suffisait pour orienter la coupole et la faire tourner au fur et à mesure que la nuit défilait. Donc voilà une invention assez intéressante, assez fine, qui témoigne aussi de l'invention, la capacité d'invention et d'innovation, pas seulement d'Eiffel, il faut bien le dire, mais de ses ingénieurs, de ses associés et de son personnel. Eiffel n'aura pas que des succès dans sa carrière, notamment la chute de ce viaduc de la Tarde. Il y a une gravure qui représente ce viaduc qui était lancé en porte-à-faux sur une pile en maçonnerie. La pile à maçonnerie a résisté, mais lors d'un ouragan, une nuit d'orage, comme on en a connu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, le pont a été précipité, la partie métallique a été précipitée dans la vallée, comme vous le voyez. Et c'est là qu'Eiffel et ses ingénieurs ont compris que le vent avait un effet sur les structures bien supérieur à ce qu'on imaginait avant, surtout dans une structure ajourée. On pourrait penser que le vent passe à travers. Non, en fait, le vent crée des turbulences, etc. et peut exercer non seulement une pression, mais même des vibrations qui, petit à petit, avec des rafales, peuvent faire tomber l'ouvrage. Et Eiffel et ses ingénieurs vont s'en souvenir lorsqu'ils vont concevoir la tour Eiffel. Rassurez-vous, le viaduc de la Tarde, après, a été reconstruit. Vous le voyez ici, une carte postale ancienne, une vue plus récente, toujours en service aujourd'hui. La deuxième grande réalisation qui va, après le Douro, qui va propulser Eiffel vraiment dans le peloton de tête des entreprises innovantes du monde, on va dire, même pas seulement de France, c'est le viaduc de Garabi. Garabi, c'est un pont jumeau du pont Maria Pia à Porto, qui est construit lui aussi en porte-à-faux. Vous avez non pas un échafaudage que vous voyez en bas, mais simplement un petit pont de service pour franchir cette vallée qui aujourd'hui est ennoyée puisqu'on a construit un barrage depuis dans les années 30 en aval.
Mais vous voyez cette photo de fin de chantier, on voit ces 2 arches construites en porte-à-faux. Vous distinguez des petites grues au sommet qui permettaient de lever les pièces depuis le pont de service. On est dans le Massif central, il a fallu construire un petit village pour loger les ouvriers, même une école, une cantine, etc. Donc vous voyez des conditions difficiles, mais avec des pièces qui sont préparées à Levallois-Perret, préparées d'une manière extrêmement précise, au 10e du millimètre, pour que, quand elles arrivent sur le chantier, on n'ait simplement qu'à les assembler. Et ce sera aussi une leçon qu'Eiffel va retenir pour la Tour Eiffel. Voilà le viaduc, une photo ancienne, et puis le viaduc aujourd'hui, repeint en rouge, qui lui donne une... Au début, moi, ça me choquait un peu, ce rouge, je me dis quand même, c'est un peu brutal. Et finalement, je trouve que ça lui donne une espèce de présence dans le paysage, ça constitue, en fait, un nouveau paysage, grâce peut-être aussi à cette couleur qui le distingue de son environnement. Vous voyez Eiffel, le 2e à partir de la gauche, Eiffel pas très grand, entouré de ses principaux ingénieurs, il y a Nouguier, il y a Coquelin, il y a les compagnons, son chef de chantier, voilà, qui pose devant le viaduc, ça prouve bien qu'il est allé sur place aussi. Belle réalisation, construite rapidement, un marché de gré à gré. Pourquoi ? Parce que l'idée de construire le viaduc venait d'un ingénieur des ponts et chaussées en charge de la ligne de chemin de fer locale, qui s'appelait Boyer, Léon Boyer, qui est mort d'ailleurs sur le chantier de Panama plus tard, quelques années plus tard. Et Boyer se dit, au fond, pour faire franchir la ligne de chemin de fer qui relie Paris à Béziers, c'est un maillon de cette ligne, la vallée assez profonde, hein, puisqu'il y a quand même une grande hauteur, plutôt que de descendre par des rampes et de remonter par des rampes assez coûteuses, si on fait un viaduc comme celui qu'Eiffel a fait à Porto, eh bien on économise plusieurs millions de francs de l'époque, c'est considérable. La solution est adoptée, une commission est même nommée pour savoir si on fait un appel d'offres ou si on donne le marché de gré à gré. À Eiffel, on le donne de gré à gré, ce qui est normal, parce que c'est son idée. C'est à ce moment-là que Seyrig, son associé, va demander sa part du pactole, il va quitter l'entreprise parce qu'Eiffel refuse. Eiffel réembauche un jeune ingénieur qui s'appelle Coquelin, qui est sorti du Polytechnicum de Zurich, pour faire les calculs et le projet définitif de Garabit. En haut, le viaduc de Porto, en bas, Garabit, vous voyez à peu près la même échelle, c'est la même portée, à 5 mètres près. Vous voyez les formes un peu différentes. En bas, c'est un arc parabolique, c'est un peu à Garabit. Il y a des détails, vous voyez, sur le tablier, la position du tablier qui diffère, mais c'est vraiment 2 viaducs jumeaux et qui sont tous les 2 candidats, avec un viaduc en Allemagne et un autre en Italie, et le viaduc du Vieux en France, au patrimoine mondial. Et puis un autre à Porto. Eiffel va aussi faire une partie de son chiffre, pas tout, mais une partie non négligeable de son chiffre, avec des ponts dits portatifs. Vous voyez ici, c'est un petit pont construit en Italie, c'est les essais du pont. On fait passer avec des bœufs, des charrettes chargées pour voir la flexion du pont et vérifier si c'est conforme au calcul. Et ces ponts dits portatifs, dont voilà un exemple construit au nord de Paris pour le génie militaire, c'est des ponts extrêmement simples, sont formés d'éléments triangulaires, isocèles, la pointe en bas, qui vont pouvoir être préfabriqués à Levallois-Perret. Vous voyez ces éléments triangulaires, mis en caisse, expédiés sur place, dans des conditions où on n'a pas la main-d'œuvre et la technicité suffisante pour faire des ponts compliqués, montés sur la rive entièrement. On peut porter ces éléments, pèsent 150 kg, à 4, on les porte sans problème. On les installe, on les boulonne, les rivets sont posés en atelier à Levallois. Sur place, on met des boulons, et puis petit à petit, on construit le pont qu'on va pousser ensuite en place, y compris faire des ponts un peu plus compliqués, y compris des ponts préfabriqués de chemin de fer que Eiffel va développer aussi, notamment pour l'export. En Indochine, au Vietnam aujourd'hui, Eiffel a construit au moins une centaine de ponts portatifs de ce type, comme celui-ci, qui existe toujours. Vous allez voir d'ailleurs dans un petit film qui va sortir, enfin un beau film même qui va sortir sur France Télévisions bientôt. Et il en existe encore beaucoup. Moi, j'en ai trouvé au Vietnam récemment, au moins 5 ou 6 qui continuent, qui existent toujours en service. Ici, une passerelle pour piétons, et puis il y a des ponts éventuellement qui sont un peu plus importants, comme celui-ci, qui est donc au centre de Saigon, aujourd'hui Ho Chi Minh, grand pont en arc, le pont des messageries que Eiffel construit aussi à cette époque. Donc Eiffel exporte beaucoup en Indochine, c'est normal, c'est une des colonies françaises. Il a beaucoup exporté en Europe, hein, on a vu la gare de Budapest, en Roumanie, en Espagne, au Portugal, comme on l'a vu. Et puis ces ponts portatifs, il les a exportés aussi un peu partout dans le monde, en Afrique et Madagascar. En 1884, le Garabit est fini. Eiffel, quand même, est maintenant, il a donc 52 ans, en 84. Il est quand même à la tête d'une entreprise florissante, on peut dire, et qui ne s'est pas hissé au ni premier rang des entreprises françaises de construction métallique, plutôt au 4e, 5e, mais quand même. Et c'est là que ces 2 ingénieurs principaux, Coquelin et Nouguier, discutent entre eux d'une idée qui est dans l'air du temps, l'idée d'une tour de 1000 pieds de haut. C'est une idée qui a déjà été
proposés par des ingénieurs anglais ou américains. Ici, américain, c'est Clark Reeves, qui avait une entreprise qui s'appelait Phoenix Bridge Company, qui avait fabriqué des tubes et des poutres métalliques pour des ponts. Il avait une grande expérience. Et il propose cette tour, vous voyez, comparée aux pyramides, 2 fois plus haute que les pyramides, ou même que les cathédrales de l'époque. Et cette idée est dans l'air du temps, et Coquelin et Nouguier se disent, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'exposition universelle qui s'annonce en 89, 5 ans plus tard. Et ils dressent ce projet de pylône, un peu cru, je dirais presque un projet d'ingénieur, il y a peut-être dans la salle, mais ne vous vexez pas, je suis moi-même ingénieur, mais simplement qui compare la hauteur de ce pylône au principe au monument de Paris, il y a même la statue de la Liberté empilée, et qui est un pylône en fait directement extrapolé des pylônes de pont que l'entreprise savait faire, avec cette courbure qui résulte de la prise en compte des efforts horizontaux du vent, qui se combine avec le poids propre vertical de la tour et qui donc donne une force oblique qui va suivre exactement la courbure des 4 arches, eux-mêmes formées de 4 arbalétriers. Eiffel regarde le projet, trouve ça, oui, pas très intéressant, mais il dit, autorise ses ingénieurs à poursuivre l'étude. Moi, j'y étais pas, mais on imagine qu'il a pu dire, bon, écoutez les gars, c'est bien, mais vous y travaillez le soir ou le week-end, mais passez pas trop de temps quand même là-dessus. Bon, on imagine bien la réaction du chef d'entreprise. Et en même temps, que Coquelin et Nouguier se rendent compte que leur projet est un peu fruste, on va dire. Demande à un architecte, Stéphane Sauvestre, les architectes, ça sert aussi, pas juste pour faire décorer des choses, parce que Stéphane Sauvestre redessine le projet, vous le voyez à gauche, il met un arc, 4 arcs au pied de la tour, il installe des salles vitrées pour accueillir du public, parce qu'une tour sur laquelle on ne pourra pas monter, ce serait un peu frustrant. Il aménage le sommet, il fait quelques décorations. Et c'est ce projet qui est exposé finalement au Salon d'automne et qui rencontre un certain écho que Eiffel va reprendre et se dire, voilà, ce projet-là, en fait, je peux le faire et je vais le faire. Je vais le construire avec mon savoir-faire, mes ingénieurs, mon entreprise, je vais même le financer. Et Eiffel a financé la tour aux 3/4. Après, d'autres projets concurrents sont apparus et finalement, le projet Eiffel, je résume rapidement, est retenu avec une version simplifiée pour être construit et avec une convention d'ailleurs entre l'État et Eiffel, qui se propose donc de financer clé en main la tour. Ça coûte 1 million. L'État propose une subvention d'1,5 million et la ville de Paris propose une concession du terrain qui appartient à la ville de 20 ans. C'est les contreparties qu'obtient Eiffel. 20 ans pour le temps d'amortir la tour, et Eiffel pense qu'il pourra même l'amortir en 10 ans. Mais Eiffel signe une convention avec l'État tout début janvier 1887, donc on est à 2 ans et 2 mois de l'ouverture de l'exposition universelle. Il faut construire la tour en 2 ans et 2 mois. Donc très vite, Eiffel se met au travail avec son entreprise, construit des fondations en maçonnerie, 16 blocs de fondations, pour chaque arbalétrier. Les fondations, les piles les plus proches de la rive sont construites avec des caissons dans lesquels on injecte de l'air comprimé pour descendre après une quinzaine de mètres sous le niveau de la nappe phréatique, trouver le bon sol, l'excaver, et ensuite on remplit tout ça de béton. Et ça forme les assises que vous voyez, ou de maçonnerie, sur lesquelles reposent les 16 arbalétriers de la tour. Eiffel s'est souvenu de son expérience de Bordeaux, où il avait construit aussi ce pont de Bordeaux, ses fondations avec des caissons à air comprimé, technologie qu'il maîtrisait bien. Donc ça, c'est une première chose, quelques centaines de peut-être 300 ouvriers qui travaillent là pour ce chantier à toute vitesse. Et au moment, 1 mois après la signature de la Convention, ça s'est déjà commencé, les travaux. Paraît dans le journal Le Temps, c'est un peu, je montre le journal pour montrer que c'est pas non plus en première page le gros titre, mais quand même ça s'appelle Au jour le jour en bas à droite, si vous arrivez à distinguer plus ou moins. Voilà, une fameuse protestation signée par les artistes les plus éminents de l'époque, y compris Charles Garnier en tête, l'architecte de l'Opéra, mais aussi Guy de Maupassant, Alexandre Dumas fils, Gounod, le musicien, Messonnier, un peintre, Copé, poète, contre la tour, mais très très violente. Les protestations qu'on a eues à l'époque de la pyramide du Louvre, à côté, c'est du petit lait. Ça, c'est vraiment des qualificatifs qu'on n'aurait presque plus employés aujourd'hui. Les débats étaient finalement à l'époque assez musclés. Eiffel est prévenu par le directeur du journal Le Temps, qui s'appelait Adrien Hébrard, qu'il y a cette protestation, et il a un droit de réponse, une espèce d'interview où il s'exprime dans la colonne de droite, donc presque en face de la protestation, pour répondre en disant bah oui, ma tour, elle est commencée, la protestation vient un peu tard. Et puis sur le fond, il dit je ne prétends pas faire une tour qui ait une beauté, parce que les artistes protestaient contre le fait que la tour allait défigurer Paris. Il dit non, ma tour, elle aura sa beauté propre. Regardez les pyramides, au fond, ce sont des monticules de pierre entassées, mais qui ont leur beauté propre, parce qu'elle répond, ma tour aussi, aux lois de la physique, aux lois de simplement de la stratigraphie, on peut dire, enfin, qui font que sa forme est directement issue de considérations physiques.
Et puis il est soutenu politiquement, parce que la tour est déjà commencée. Les personnes en charge de l'époque, notamment Édouard Lecroix, qui était le ministre du Commerce en charge de l'exposition universelle, il se dit, attendez, on va avoir la tour la plus haute du monde, en plus ça ne coûte pas grand-chose, 1,5 million, et elle est bien partie pour, il fait confiance à Eiffel, et puis la protestation finalement fera long feu, et les travaux vont continuer. Les travaux vont continuer avec donc un petit schéma qui résume ces travaux, des échafaudages pour les parties basses de la tour, du premier étage, et puis des petites grues que vous voyez figurées, qui vont grimper au fur et à mesure que la tour s'élève dans le ciel en utilisant les chemins de roulement des ascenseurs. Le début, vous voyez cette amorce de la tour, ces piliers qui s'appuient sur ces massifs de maçonnerie, avec voilà, des petits échafaudages en bois provisoires qui soutiennent les piliers un peu en porte-à-faux, l'amorce de la pile. On va grimper, des échafaudages plus importants pour soutenir les arbalétriers, et puis au centre, gros échafaudages en bois pour soutenir les poutres du premier étage, qui vont être donc fixés donc, à fin 87, avec l'idée qu'il faut bien sûr un échafaudage provisoire, que cette poutre du premier étage qu'on construit indépendamment sur les 4 faces doit pouvoir rejoindre les 4 piles. Quand on se dit rejoindre, c'est rejoindre au millimètre près. Il ne s'agit pas que les trous de rivet soient décalés d'1 centimètre, on ne pourra plus mettre le rivet. Donc une grosse précision nécessaire, impossible à obtenir directement, c'est quand même 125 mètres de côté à la base de la tour. Et donc Eiffel va imaginer avec ses ingénieurs différents systèmes. D'une part de ce qu'on appelle de boîte à sable, vous voyez la jonction entre l'échafaudage en bois et les piles, vous avez, là où l'échafaudage arrive, une boîte à sable que les Égyptiens utilisaient déjà pour faire descendre des charges lourdes. Vous appuyez la charge sur une boîte pleine de sable, vous ouvrez un petit trou en bas de la boîte, il faut un sable bien sec qui va s'écouler, et puis ça va faire descendre petit à petit la charge. Donc on peut régler, on peut faire descendre légèrement les piliers, on ne peut pas les faire remonter après. Par contre, pour les faire remonter, on a un autre système qui sont des vérins hydrauliques que vous voyez ici, à droite, petite pompe pour les actionner à main, 2 ouvriers, ça suffit, et qui vont permettre de soulever la tour, soulever les arbalétriers de quelques centimètres. C'est des courses peut-être de 7, 8, 10 centimètres maximum, mais qui vont permettre donc de régler progressivement la tour, baisser, etc. Et de réglage en réglage, on obtient finalement l'assemblage des 4 piles avec la poutre du premier étage. Les vérins ont été ensuite démontés. Vous pouvez voir les logements des vérins, mais ensuite on a mis des cales en métal, qui ensuite on a dégonflé les vérins pour les sortir. Donc la tour n'est plus sur des vérins, au cas où certains voudraient poser la question tout à l'heure, mais je vous réponds par avance. Voilà, la tour dès lors peut monter assez vite dans le ciel de Paris, avec ces petites grues qui soulèvent des charges de 3 tonnes, grosso modo, en bout de flèche, et donc qui viennent, petites poutrelles préfabriquées, qui viennent directement de l'usine de Levallois-Perret. Il y a 2 500 000 rivets sur la tour, la moitié ont été posés à l'usine avec des presses hydrauliques, l'autre moitié sur le chantier. Et c'est donc... voilà, je vous montre la photo, des ouvriers, une équipe typique de riveurs, le mousse qui chauffe les rivets, et puis les 2 ouvriers qui tiennent le rivet tout chaud, tout rouge, pendant que le plus costaud frappe à grands coups de masse pour écraser la tête du rivet. Bon, j'espère que personne ici ne travaille dans les assurances, hein, parce que... non, bon, c'est bon, je suis rassuré, parce que vous voyez les conditions de travail. Cela dit, pas un mort sur le chantier de construction de la tour. Quand on voit, ici on est au niveau du 3e étage, vous voyez les ouvriers en train de travailler, vous le voyez ici, l'équipe de riveurs qui pose, pas de garde-corps, pas de ligne de vie, enfin rien, mais en même temps un chantier très bien mené. Je dois dire une chose, c'est qu'Eiffel avait vraiment le souci de la sécurité, qui est aujourd'hui évidemment une condition essentielle dans les chantiers, grands ou petits, de la sécurité de ses ouvriers. Il avait même sauvé un ouvrier de la noyade quand il dirigeait le chantier du pont de Bordeaux. Il était excellent nageur, l'ouvrier était tombé dans l'eau, il ne savait pas nager, il a fait la plongée, l'a ramené. Il a eu une médaille d'ailleurs de la part de ses ouvriers. Et pendant le chantier de la tour, Eiffel disait, il est retombé de 30 mètres de haut, de 300 mètres de haut, c'est le résultat est le même. Pas tout à fait, parce que si on tombe de 300 mètres de haut, on va tomber sur la courbure de la tour, on va être déchiqueté avant d'arriver au sol. Enfin bon, ça c'est un détail, excusez-moi, mais c'était juste pour rendre un peu plus réaliste cet exposé. Donc voilà, un chantier qui se passe incroyablement bien. Là, vous voyez, octobre, novembre, en un mois, vous voyez, on a déjà monté au moins 3 panneaux, hein, pratiquement un panneau par semaine. Donc un chantier qui est vraiment très bien rodé. Il y a à peu près 12 000 plans. Tous ces calculs, il n'y a pas d'ordinateur à l'époque, sont faits avec des tables de logarithme à 7 décimales, très précis, le plus précis possible. L'usinage des pièces, c'est-à-dire la coupe et le perçage des pièces à Levallois-Perret est fait avec une extrême précision. Et donc Eiffel peut
construire cette tour en un temps record. Et il s'agit bien que la tour soit, ici on est en avril, elle est finie, soit terminée pour l'exposition universelle. Il ne s'agissait pas de la terminer 6 mois plus tard. La France aurait été la risée du monde si la tour n'avait pas été finie. Donc il y avait un gros enjeu de temps aussi pour Eiffel. Et puis il fallait aussi en même temps imaginer et installer des ascenseurs, parce que quand la tour est inaugurée le 31 mars 1889, les ascenseurs ne fonctionnent pas encore. Ils sont encore en installation, c'est-à-dire c'est pendant les essais des ascenseurs qu'un ouvrier va trouver la mort en se dégageant pas à temps le passage d'une cabine. C'est le seul mort sur non pas le chantier de la tour, mais sur la tour elle-même. Et puis ces ascenseurs sont les plus hauts du monde à l'époque. Il faut monter à 300 mètres de hauteur. Il y a plusieurs systèmes. Des systèmes qui vont du rez-de-chaussée au premier et deuxième étage, qui suivent en fait, vous voyez, un peu des funiculaires tirés par des câbles qui sont même actionnés par un piston hydraulique, actionné par une machine à vapeur qui est installée au pied de la tour. Et puis entre le deuxième et le troisième, 2 cabines équilibrées qui font ce mouvement-là et qui permettent de monter un demi-parcours entre le deuxième et le troisième. Simplement, les visiteurs changent de cabine à hauteur d'une petite plateforme intermédiaire et puis ensuite la cabine. Et donc, c'est un piston hydraulique qui pousse la cabine en haut. Donc, vous voyez des ascenseurs très innovants avec 3 entreprises d'ailleurs différentes qui ont travaillé sur ces ascenseurs. Et en 89, pour l'exposition universelle, eh bien, la France peut s'enorgueillir de présenter la tour la plus haute du monde, qui porte déjà le nom d'Eiffel. C'est rarissime quand même, une tour qui porte le nom de son concepteur, qu'il soit architecte ou constructeur ou promoteur même. C'est la tour Trump peut-être, effectivement. Ça me revient un instant, enfin bon, il y a une exception. Donc. Et puis le bâtiment le plus grand du monde, c'est la Galerie des Machines, qui est au bout, là vous voyez le bâtiment à gauche, qui est le bâtiment de 110 mètres de portée sur 440 mètres de longueur, sans point d'appui, qui a été démoli malheureusement en 1910. Eiffel peut triompher, peut être vraiment couronné en quelque sorte par ce tribusite exceptionnel qui lui vaut évidemment une gloire importante. Et c'est une revue, le journal de Centrale, le journal de l'école centrale, où on le voit poser avec sa tour et puis la petite pyramide de Khéops à ses pieds. Voilà, Eiffel devient une notabilité, il devient président en 1989 de la Société des ingénieurs civils de France, aujourd'hui EISF, et il va s'engager à la même époque. Au moment où il construit la tour, il s'engage dans un autre chantier encore plus ambitieux. Il faut imaginer qu'en 1987, il est en train d'assembler le premier étage de la tour, c'est le moment un peu critique. Il va signer un contrat pour construire 10 grandes écluses, que vous voyez là, pour le canal de Panama. En 2 mots, le canal de Panama était mal engagé par de Lesseps parce qu'il voulait un canal à niveau, c'était presque irréalisable. Enfin, de Lesseps, ça patinait, il avait déjà dépensé énormément d'argent, y compris en frais de siège, en frais de commission de banque, en frais d'emprunt, etc. Enfin, en tout cas, beaucoup d'argent a été dépensé et Lesseps vient chercher Eiffel pour changer le projet, remplacer le canal à niveau par un canal à écluse qui permet d'économiser beaucoup de terrassement. Eiffel signe le contrat avec une avance importante, 30% d'avance, pas scandaleux. Et puis c'est un contrat pour un projet très, très innovant là aussi. Oui, ces portes d'écluse ne sont pas des portes qui s'ouvrent comme les écluses à mitre classiques, c'est des portes coulissantes. Donc la porte peut flotter et ensuite va se déplacer dans un logement latéral et ensuite va se déplacer facilement puisqu'elle flotte. Eiffel commence le projet. Ce projet, voilà le plan commence le projet, commence à fabriquer des portes d'écluse, c'est quand même des portes de 10 mètres de haut, plus petites que celles qu'on a actuellement sur le canal de Panama. Va commencer la réalisation, va recevoir à peu près 75 millions de francs de l'époque. La tour Eiffel a coûté 7,5 millions. C'est 10 fois la tour. Ce qu'il va recevoir et son contrat, c'était 125 millions. 125 millions pour le contrat d'Eiffel, la compagnie de Panama avait levé 1,3 milliard de francs au total. Beaucoup d'argent dilapidé, il faut bien le dire, y compris d'ailleurs en pot de vin. Eiffel commence à construire, la compagnie de Panama fait faillite. Eiffel est accusé d'avoir gagné beaucoup d'argent, ce qui était vrai, puisqu'il avait reçu une avance non remboursable. Il n'était pas mandataire des travaux, il avait un contrat au forfait, et donc on l'accuse d'abus de confiance. Bon, bref, il est condamné. Le jugement est cassé par la Cour de cassation en 1993, mais il va du coup démissionner de son entreprise et il va demander qu'elle change de nom, qu'elle s'appelle Société de construction de Levallois-Perret, et non plus Eiffel, pour la protéger, certes. Mais du coup, il va être un peu dégoûté du monde de la construction. Il va se retirer, non pas dans une retraite paisible et dorée à ne rien faire, c'est un homme actif, curieux de tout, et un scientifique aussi, n'oublions pas, et il va se mettre sur la tour, définir, vous voyez ici, on est au 2e étage de la tour, un espèce d'appareil de chute qui va permettre de mesurer les effets du vent sur des formes,
des structures. C'est un sujet qu'il continue à le tarabuster. Et puis, en 1912, donc après avoir fait ses essais, il va construire une soufflerie au pied de la tour en se disant, plutôt que de déplacer des objets dans le vent, il vaut mieux déplacer le vent dans des objets fixes. Le résultat est le même. Et donc, il va construire une soufflerie, ici, rue Boileau, comme on l'a dit tout à l'heure, comme l'a dit M. Ridoret, toujours en activité. Elle appartient aujourd'hui au CSTB. On ne teste plus des avions, mais tous les avionneurs et tous les constructeurs d'avions de l'époque sont passés dans sa soufflerie, qui était vraiment unique, qui n'était d'ailleurs pas une soufflerie, mais plutôt un aspirateur. Vous voyez à droite, on aspire l'air plutôt que le souffler. L'aspirer, ça permet d'avoir une couche beaucoup plus laminaire et moins turbulente que si on soufflait. Soufflerie qui fonctionne toujours avec des moteurs en partie d'époque encore, un appareillage en partie d'époque, les premiers moteurs électriques, vous voyez en bas à droite d'ailleurs. Et il montre là qu'il devient un pionnier de l'aviation naissante, et en disant tous les constructeurs peuvent venir faire tester des maquettes d'avions, d'ailes ou d'hélices chez moi. Il y a une seule condition, c'est gratuit, mais une seule condition, c'est qu'on publie tous les résultats. Et il va publier lui-même, à compte d'auteur, tous les résultats, c'est des gros albums comme ça, des mesures faites sur les différentes formes pour en tester le côté aérodynamique. On le voit ici, Eiffel au premier plan, déjà âgé, avec ses collaborateurs, avec un appareillage qui est toujours là. D'ailleurs, c'est assez émouvant d'aller voir se visiter. Elle ne se visite pas, mais vous pouvez quand même essayer de le faire. S'ouvre de temps en temps à la visite pour des occasions un peu exceptionnelles, Journée du patrimoine par exemple. Et on voit que tout cet appareillage est toujours là, même s'il a été modernisé aujourd'hui. Mais cette soufflerie continue à rendre des services pour tester notamment des bâtiments, des quartiers. On voit les effets du vent, les effets de Curie, l'accélération du vent, etc. Donc très pratique. Et elle rend encore une fois beaucoup de services aujourd'hui, même s'il y a des souffleries plus performantes qui ont été construites à Nantes, par exemple, pour le CSTB. Mais beaucoup de souffleries de type Eiffel, c'est-à-dire avec aspiration, vont être construites de par le monde. Eiffel va même développer un prototype d'avion qui va être construit par Breguet, d'avions monoplan. Là, on est en 1917. Vous vous souvenez que pendant la guerre de 14, les merveilleux fous volants volaient plutôt dans des biplans, voire des triplans. Monoplan, plus pointu sans doute à piloter. Malheureusement, ce prototype s'écrase aux essais suite à une faute de pilotage. Bon, j'y étais pas, mais bon, c'est ce qu'on m'a dit. Mais c'est possible. En tous les cas, un avion tout à fait révolutionnaire qui va permettre aussi de développer ultérieurement l'aviation. Donc Eiffel, retenons ça, constructeur, ingénieur constructeur, la tour Eiffel, mais aussi pionnier et mécène de l'aviation. Et puis Eiffel va comprendre aussi, parce qu'il cherche à valoriser sa tour, qui avait une concession de 20 ans quand il a obtenu en 1889 l'inauguration de la tour. 20 ans, c'était fin 1909, sa tour devait revenir à la ville de Paris, propriétaire du terrain. Il n'est pas du tout sûr que la ville de Paris, les conseillers de Paris, eussent voté pour un maintien de la tour. Il aurait peut-être trouvé qu'elle était trop vieille, qu'il fallait la remplacer par autre chose, qu'elle déparait Paris. Il y avait encore peut-être des relents de cette protestation des artistes. Et Eiffel a bien conscience de ça, de cette fragilité, et pourtant sa tour, il y tient, et il faudrait qu'elle lui survive. Et il va trouver en la personne du génie militaire, notamment un capitaine, un polytechnicien, un capitaine Ferrier, qui va lui proposer d'utiliser la tour comme un support d'antenne. On va communiquer d'abord avec le Panthéon, ensuite en tendant des grands câbles, comme vous le voyez, entre le Champ de Mars et le sommet de la tour, on aura un émetteur de très longue distance, des brins d'antenne qui permettent de communiquer à longue distance, notamment avec les forts de l'Est de la France. Et dès lors, la tour a un intérêt militaire stratégique, puisqu'elle peut communiquer à longue distance. Et donc, du coup, on va prolonger la concession, après différentes péripéties, que Eiffel avait sur la tour de 70 ans jusqu'en 1980. Date à laquelle la tour est revenue à la ville, qui est aujourd'hui administrée par une société d'exploitation de la tour Eiffel, qu'il ne faut pas confondre avec la société de la tour Eiffel, qu'on connaît bien ici, et qui a été la société créée par Eiffel lui-même en 1889 pour gérer, exploiter sa tour, faire la réparation, l'entretien nécessaire, payer le personnel, etc., encaisser les recettes des entrées, etc. Et qui continue toujours son activité, pas pour gérer la tour, puisque maintenant elle appartient à la ville, mais pour faire du développement foncier notamment. Donc voilà, cette transformation de la tour en antenne de radio, et Eiffel a été là aussi un mécène, puisqu'il a financé lui-même les installations, et il a été aussi un mécène dans un troisième domaine, la météo. Il a installé sur la tour, dans toutes ses propriétés, des stations météo, mesurer la pluviométrie, la vitesse du vent, les différents paramètres, ce qui est la base maintenant de la météo. Les stations météo, il y en a partout, il y a des bouées flottantes partout dans le monde, et à travers ces mesures du passé, on extrapole
avec plus ou moins de bonheur ou d'anticipation de quelques jours, on extrapole le temps qu'il fera demain. Et Eiffel a été l'un des fondateurs de la météo en France et a publié là aussi à compte d'auteur tous ces résultats des observations qu'il faisait dans ses différentes propriétés. Et donc, il a pu se retirer entouré de ses nombreux petits-enfants. Il avait 5 enfants, il avait beaucoup de petits-enfants. Il y a aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Myriam Arnaud-Eiffel qui est ici présente, il a peut-être aujourd'hui une centaine de descendants vivants et actifs, essentiellement en France. Et donc, au fond, il a aussi eu cette fin de vie avec un esprit très familial, très attaché aussi à sa famille, à la relation avec ses enfants, ses petits-enfants. Qui était une relation partagée entre son temps passé dans ses différents laboratoires en tant qu'expérimentateur jusqu'à son décès en 1923, quand il est mort à l'âge de 91 ans, et en laissant donc une œuvre évidemment qui a une grande postérité aujourd'hui, qui nous parle toujours à la fois parce que la Tour Eiffel continue, enfin moi j'y suis allé peut-être 150 fois dessus, mais à chaque fois que j'y vais, je suis quand même épaté de voir cette construction assez datée du 19e siècle. On voit bien cette structure métallique, mais quand même qui parle toujours d'audace constructive, qui parle toujours d'exploit, de courage aussi, de technologie, qui fait honneur maintenant à Paris, à la France aussi, parce que c'est devenu l'un des symboles de la France. Et puis derrière cette tour, c'est l'arbre qui cache la forêt de ces nombreuses réalisations, dont je vous ai montré rapidement un aperçu, à peu près 500, 600 dans le monde, et qui témoigne aussi du fait que c'est grâce à ces réalisations qu'Eiffel a pu construire la tour, et qu'en même temps, son œuvre, elle ne s'arrête pas à une œuvre de constructeur, qui est une œuvre aussi de savant, de mécène, et qu'à ce titre, et je termine là-dessus, il nous semblerait, avec la famille, logique, et même assez intéressant que Eiffel fût panthéonisé. Il y a des grands hommes et des grandes femmes au Panthéon aujourd'hui qui marquent la reconnaissance de la patrie envers ces grands personnages. Et Eiffel, qui est peut-être l'ingénieur, et même un des Français les plus connus au monde, au fond, après Napoléon peut-être même avant le général de Gaulle ou d'autres, peut-être Alain Delon, je ne sais pas, enfin bon bref, je dis au hasard, hein, ou Brigitte Bardot. Voilà. Pourrait avoir sa place au Panthéon, non pas par un transfert physique de ses cendres, mais disons, cette panthéonisation marquerait aussi un message, je pense, intéressant, et peut-être que le monde de la construction, dont vous faites partie ici aujourd'hui, pourrait soutenir aussi cette initiative, qui évidemment sera décidée au plus haut niveau, comme on dit, parce qu'elle symbolise aussi, elle rendrait hommage à un ingénieur, un concepteur, un entrepreneur très audacieux, un scientifique. Il n'y a pas beaucoup de scientifiques au Panthéon. Il y a Monge, il y a Berthollet, chimiste, il y a sa femme d'ailleurs aussi, Marie Curie, bien sûr. Voilà, il y en a très peu en fait. Donc un scientifique qui a fait honneur à la France, qui continue aujourd'hui à faire honneur à la France et que la France peut remercier au fond de cette activité qui encore rayonne sur le monde aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Alors, je n'ai pas tout dit, donc si vous avez des questions, ce serait un plaisir d'essayer d'y répondre. Il y a des questions dans la salle? On va venir passer le micro. Non? Est-ce qu'il y en a à distance également? Je n'en vois pas. Alors, j'ai tout dit finalement. Non, il y a beaucoup de choses encore. Alors, vous allez voir d'ailleurs à la fin de cette année, donc il y a un ensemble de célébrations, puisqu'on célèbre aujourd'hui le centenaire de sa... Pendant que les questions se germent dans vos cerveaux, il y a beaucoup de célébrations qui sont aujourd'hui en études, et puis il y a des conférences, il y a des expositions. Vous allez voir dehors une petite exposition qui retrace aussi toute sa carrière, notamment la Tour Eiffel. Vous avez des expositions au pied de la tour, une qui a été montrée à Dijon, des conférences, des colloques, des films. Vous allez voir sur Arte, France Télévisions, plusieurs chaînes, des films qui retracent aussi avec des angles d'attaque un peu différents chacun. Sa vie, sa carrière, et qui illustre aussi, et qui cherche peut-être d'ailleurs dans cette commémoration menée de main de maître par l'association des descendants de Gustave Eiffel, présidée par Myriam, qui cherche à montrer, à valoriser bien sûr le personnage, la carrière d'Eiffel, son œuvre, mais à travers un souci, et pour ça que moi je m'y associe, de certaines rigueurs scientifiques, d'exactitude. Il ne s'agit pas de mythifier Eiffel, pas besoin de ça d'ailleurs, parce que son personnage, sa stature est déjà suffisamment importante, mais qui cherche à apporter des compléments, des précisions et élargir aussi peut-être la perception qu'on a souvent un peu focalisée sur la Tour Eiffel.
J'avais une question sur. Alors, tout d'abord, sur le film qui est paru il y a 2 ans sur la Tour Eiffel, sur Gustave Eiffel, et qui était assez convaincant sur l'origine de la forme de la Tour Eiffel, où c'était le A initial de la maîtresse d'Eiffel. Donc, je suppose, à la lecture, après vous avoir écouté attentivement, que ça n'a strictement rien à voir et que c'était purement inventif. Mais c'était séduisant. Non, ma question concernait la maintenance de la Tour Eiffel. Comment ça se passe? Parce qu'à part la repeindre en permanence, pour lutter, j'imagine, contre la rouille, il y a certainement des éléments de structure à contrôler. Comment est-ce fait? Qui est en charge cela? Merci d'abord de la première partie de votre question, parce que dans le film dont vous mentionnez cette histoire quand même très romancée, on peut le dire, ou même essentiellement romancée, un coup de chance, c'est que cette jeune femme s'appelait Adrienne. Heureusement qu'elle ne se soit pas appelée Yvette, parce que on aurait une tour un peu bizarre. Donc voilà, ça montre aussi les limites de la fiction, mais enfin c'est un film sympathique qui rend hommage à Eiffel, qui le présente comme quelqu'un de très dynamique, qui peut à 60 ans sauter à pieds joints sur une table à 1,50 m de hauteur, enfin bon. Au-delà de ça, la tour, la partie sérieuse de votre question, donc la tour, elle est en fer. En fer, ce qu'on appelle fer pudelé, c'est pas de l'acier, hein, il y a une petite nuance entre les deux. Le fer, il n'y a pratiquement pas de carbone, l'acier, il y a un peu plus, les procédés de fabrication sont différents. On utilise du fer pudelé entre 1845 et 1900, grosso modo, et l'acier apparaît à peu près au moment de la tour Eiffel dans la construction, et aujourd'hui, on n'a que de l'acier, bien sûr, on n'a plus de fer. On aurait de l'acier doux qui se rapprocherait un petit peu du fer. Et ce fer, quand il est soumis aux intempéries, c'est-à-dire à la pluie, et à l'air, il s'oxyde, comme tous les métaux. Et cette oxydation, elle se prolonge, elle se propage si on ne fait rien à l'intérieur de la structure, elle finirait par détériorer la structure. Donc il faut protéger la structure par une peinture. Ce qu'on sait très bien depuis qu'on construit des structures en fer depuis le milieu du XIXe siècle. D'ailleurs, la tour était peinte à l'origine, en atelier, pré-peinte, avec un minium rouge, et puis ensuite elle était peinte finalement avec une couleur qui a changé au fil du temps, qui était plutôt rouge à l'origine, qui était dans les jaunes vers 1900, qui est devenue marron, et puis marron glacé, et puis finalement qui sera de nouveau un marron un peu plus jaune dans sa nouvelle couche de peinture, parce qu'il y a déjà 19 couches de peinture sur la tour. Pourquoi? Parce que la peinture exposée à la pluie, petit à petit se lessive, et puis quand la peinture disparaît, que des parties sont directement exposées, c'est sujet à la corrosion. Donc l'enjeu, c'est de repeindre. Après, il y a à chaque fois on rajoute 40 tonnes, c'est pas énorme hein, par rapport au poids de la tour de peinture à peu près, mais on ne peut pas repeindre indéfiniment parce que les couches finissent par pas bien adhérer, donc il faut un peu les décaper, et là on avait entrepris de décaper la tour, sauf qu'il y a du plomb dans les premières couches, et aujourd'hui, comme vous le savez, il n'est pas question de laisser des poussières de plomb se répandre dans l'atmosphère. Même si quand vous testez les trottoirs de Paris, ils sont pleins de plomb, parce qu'on a circulé avec des voitures avec de l'essence au plomb pendant quand même quelques dizaines d'années. Mais bref, on a raison de prendre des précautions. Et donc aujourd'hui, il faut emballer les éléments quand on les décape. Il faut éventuellement mettre des solvants pour recueillir. Donc c'est un peu complexe. Et donc il y aura plusieurs techniques qui vont être utilisées pour faire cette nouvelle couche de peinture qui doit être appliquée, qui a commencé à titre de test et être appliquée. Pourvu qu'on la repeigne régulièrement, elle peut durer longtemps parce que elle est soumise à un effort du vent, elle vibre un petit peu avec le vent, et puis elle se dilate aussi en fonction du mouvement apparent du soleil dans le ciel. La partie à l'est est chauffée, et puis ensuite ça se déplace vers l'ouest, et puis donc la tour tourne, le sommet de la tour décrit un petit cercle à peu près, enfin pas tout à fait un cercle, mais comme une espèce de courbe à peu près comme ça, tous les jours, puisque le côté, et la nuit ça revient à sa position, etc. Donc ça finit par fatiguer un peu le métal, et la fatigue du métal, vous prenez un fil de fer, vous le pliez 50 000 fois, puis il finit, pas 50 000 fois, 50 fois, il finit par casser, tout simplement par la fatigue. C'est quelque chose qu'on intègre aujourd'hui dans les calculs, des pompes TGV par exemple, mais on n'avait pas pris en compte au départ, mais cette fatigue est quand même modeste. On peut estimer que la tour devrait, de ce point de vue-là, durer encore 1000 ans. 1000 ans, 1000 c'est un chiffre un peu qui rappelle les mauvais souvenirs, mais enfin bon, 1000 ans c'est un peu ça l'expérience de vie de la tour. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut, et on l'a déjà fait, changer facilement les pièces de la tour. Il y a des pièces qui avaient été abîmées, trop corrodées, on a fait des modifications sur la tour, pour les constructions sur la tour, etc. Les ascenseurs ont été modifiés, donc il y a des pièces qui ont été changées. On le voit assez bien d'ailleurs, les nouvelles pièces, on reconnaît les profils qui sont plus modernes, les boulons qui ont remplacé les rivets d'origine. Et donc on pourrait même reconstruire entièrement la tour, un peu comme les temples japonais ou chinois, pièce par pièce, sans même que sa forme ne change.
Voilà, donc on a quand même aujourd'hui les moyens de contrôler, d'examiner la tour. Et puis l'enjeu peut-être aujourd'hui, c'est pas seulement son entretien, c'est d'avoir cette accessibilité du public en toute sécurité. Il n'y a jamais eu d'accident d'ascenseur, etc. Bon, il n'y a plus de suicides parce qu'on a mis des grillages un peu partout. Il y en a eu quand même un certain nombre dans le passé, malheureusement. Mais aujourd'hui, voilà, il s'agit de permettre à un nombre au maximum de personnes de visiter la tour. Et aujourd'hui, on est revenu à presque 7 millions de visiteurs. C'était le chiffre avant le Covid. Ce qui est un peu le maximum que la tour peut supporter compte tenu du débit des ascenseurs et du nombre de personnes qui peuvent se trouver en même temps, notamment au 3e étage, c'est pas très grand. Voilà, mais autrement, la tour est bien entretenue. Il y a eu quelques articles il y a quelques mois alarmistes sur le fait qu'elle rouillait. Oui, elle rouille, le fer est exposé, certaines parties ont été... on voit que ça rouille, mais ça prend un certain temps et de toute façon, ça va être repeint pour la protéger d'une manière durable de la corrosion. Est-ce qu'il y a une dernière question? On a répondu à toutes vos interrogations. Écoutez, merci beaucoup. Ah si, là, tout en haut, j'en vois une. Pardon, qui se lève. Alors, pas vu. Voilà, donc on va pas se frustrer. Voilà, dernier rang pratiquement. Je me demandais, parce que vous nous avez parlé de des ponts qu'il avait construits à travers le monde, et vous nous avez dit qu'ils étaient inscrits dans un vote, si je ne dis pas de bêtises, pour savoir s'ils allaient être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je voulais savoir, il y a combien de constructions qu'il a fait à travers toute sa vie qui ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO? Je pense qu'il y en a 0, parce que la Tour Eiffel n'est pas dans le patrimoine mondial. Les berges de la Seine, mais plutôt dans la partie centrale de Paris, sont dans le patrimoine UNESCO. Le pont de Bordeaux, le pont ferroviaire de Bordeaux, est dans le périmètre de Bordeaux, donc classé à ce titre. Mais c'est parce qu'il est dans le périmètre, pas en tant que tel, mais dans le périmètre de Bordeaux, classé patrimoine UNESCO. Ce qui a d'ailleurs valu au pont de Bordeaux de survivre. Si ça n'avait pas été le cas, je pense que la municipalité de Bordeaux aurait détruit cet affreux viaduc métallique qui déparait la belle ville de Bordeaux depuis longtemps. Non, je plaisante un peu, mais c'est vrai que ça a été grâce à cette protection indirecte du patrimoine UNESCO que les édiles bordelais ont compris qu'il fallait aussi conserver ce pont qui cherche encore à trouver un usage pérenne pour assurer sa durabilité. Donc il n'y en a pas. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est qu'il y a 6 grands viaducs. Donc les 2 au Portugal, celui construit par Eiffel et l'autre construit par son ancien associé Serig, qui est plus connu, qui est le pont Louis Ier à Porto. Il y a le viaduc du Grabi, le viaduc du Vior, un viaduc en Allemagne près de Mungsten, à l'est du Seldor, oui, et puis un autre au nord de Milan, de Padano d'Adda. Donc 6 grands viaducs en arc, métalliques, tous construits dans la même période, tous construits dans un mouvement d'échange des savoir-faire, des compétences, des hommes aussi. Coquelin, l'ingénieur qui a calculé la Tour Eiffel, vient du Polytechnikum de Zurich, d'origine alsacienne. Bon. Donc il y avait aussi un mouvement des idées, et on cherche à construire autour de cette communauté d'idées, de savoir-faire, de compétences, d'appuyer cette reconnaissance par l'UNESCO de 6 grands viaducs. Il n'y a pas beaucoup de viaducs de ponts classés. Beaucoup de ponts sont classés dans des contextes d'un périmètre. Certains le sont d'une manière spécifique, comme le pont du Firth of Forth en Écosse, un très grand pont métallique, construit à la même époque que la Tour Eiffel. Mais voilà, dans les 1100 à peu près, ou 1150 monuments classés dans le monde, il y a des ponts parce qu'ils sont dans des sites où il y a des ponts, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc ce serait aussi une reconnaissance pour notre univers du BTP que de voir ces viaducs classés. Aujourd'hui, on attend une décision de l'Allemagne, de l'État fédéral allemand, pour savoir si l'État fédéral allemand porte cette candidature. Un des 4 pays concernés doit se dévouer. On attend la réponse de l'Allemagne à ce sujet. Ça prendra un certain temps. Une procédure UNESCO, c'est à peu près 10 ans de procédure. On en est à peu près à la moitié, là. Plus de questions? Écoutez, merci à toutes et tous. Et puis, on vous invite à remonter au niveau de l'accueil. Merci. Merci d'être. Merci. Et un grand merci à Didier Ridoré, à la SMA BTP, de m'avoir donné l'occasion de parler devant une belle assistance, nombreuse et attentive. Et en tous les cas, continuons à suivre cette feuilleton Eiffel, en tous les cas, avec plaisir. Merci beaucoup.